I will end this swiftly. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui on va faire un petit deck guide. On va s'intéresser à la faction des Eldar dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais on va parler d'un Warlord dont j'avais pas encore parlé dans ma petite série de vidéos où j'ai fait la revue de la faction. On va parler du nouveau Warlord qui est arrivé dans le dernier renfort, qui était le deuxième renfort de cette faction, Likis. Et le deck que je vais vous montrer, c'est un deck que j'ai appelé Stealth Aggro, un deck agressif, donc un deck qui va utiliser pas mal la mécanique de stealth, donc de furtivité. On va jouer aussi pas mal de nouvelles cartes dans ce deck-là. On a les deux cartes légendaires issues du renfort, donc Orianne et évidemment le Warlord Likis. On a pas mal de nouvelles cartes, comme vous pouvez le voir ici. On a pas mal de petites cartes, de petites troupes. Vous voyez, on a une curve assez basse et beaucoup d'unités qui vont avoir stealth, justement. On va avoir des unités avec stealth qu'on va mettre en jeu, qui vont pas pouvoir être attaquées par notre adversaire. On va attaquer par la suite avec ces unités et on va leur redonner stealth avec le talent de Likis. C'est un peu ça l'idée. Un deck donc très agressif. On va essayer de mettre un maximum de dégâts sur le Warlord adverse tout en contrôlant aussi le board, c'est important. Et on va essayer de tuer l'adversaire le plus vite possible. C'est un deck qui marche plutôt bien, un deck qui est très sympa à jouer. Un deck qui m'a permis de faire les 10 victoires bonifiées la saison précédente et cette saison également. Donc ça fait 2 saisons de suite où j'arrive à faire mes 10 victoires bonifiées avec ce deck-là. Donc voilà les amis, un deck très sympa qui marche plutôt pas mal. Je sais pas si c'est le meilleur deck de la faction des Eldar, honnêtement. Mais en tout cas, c'est un deck que j'aime bien, qui est sympa à jouer, qui fait des victoires. Voilà les amis, donc ce que je vous propose, c'est d'aller regarder dans le détail les différentes cartes qui sont présentes dans ce deck. Ensuite, on parlera un petit peu voilà, de stratégie, de comment ça marche et tout. Je vous proposerai par la suite quelques remplacements possibles si vous n'avez pas certaines des cartes légendaires ou des cartes épiques dans le deck. Et ensuite, on parlera un petit peu des points forts et des points faibles du deck. On parlera un tout petit peu des match-ups. Et pour finir, on partira en ladder, les amis. Je vais vous montrer quelques games avec le deck. Comme ça, vous pouvez voir en direct comment ça marche. Ce sont des games en replay, mais commentés par moi directement. Voilà les amis, et donc c'est parti pour le contenu du deck. On va commencer avec les unités qui ont stealth, parce que c'est la plus grosse partie du deck. Ensuite, on regardera ce qu'on a d'autres comme unités. On a des unités qui font autre chose que juste du stealth. On a des flanqueurs, on a d'autres petites cartes que je vais vous montrer. Ensuite, on parlera des cartes avec lesquelles on peut faire davantage de dégâts sur l'adversaire, d'accord? Donc on a voilà, des cartes qui vont infliger des dégâts directement, des cartes qui vont booster nos stats, voilà, bon, on n'en a qu'une en fait, mais on en parlera de ça à ce moment-là. Ok les amis, et donc on commence avec le Death Sniper War Spider ici, qui est une unité avec Stealth, d'accord? Alors, c'est une unité avec Stealth, oui, mais en réalité, cette carte-là, on va pas vraiment la jouer de cette manière, on va pas juste la poser sur le terrain comme ça avec Stealth pour pouvoir attaquer au prochain tour avec. Cette carte-là, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est son effet de flank. Donc on dépense une Spirit Stone pour lui donner flank. Pour une énergie, on a 3 points de dégâts en range. C'est vachement intéressant comme effet. Et en plus de ça, comme elle va mourir en attaquant forcément parce qu'elle a qu'un point de vie, on va immédiatement pouvoir récupérer une Spirit Stone. Donc on dépense une Spirit Stone, on récupère une Spirit Stone, c'est gratuit, ça nous coûte une seule énergie pour faire 3 dégâts, donc c'est vraiment une carte très sympa que l'on va principalement utiliser de cette manière. En termes de stealth, on a le Ranger qui est super sympa en early game, on le met en jeu pour 2 énergies seulement, il est en stealth donc il va rien lui arriver. Et par la suite, on peut attaquer avec 3 points de dégâts en range, avec l'effet de sniper également. Alors sniper c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire sur cette carte-là, d'accord? Si on utilise l'effet de sniper, bon bah très bien, il va rester en vie, et puis il va se faire tuer au prochain tour par le warlord de l'adversaire qui va lui mettre un dégât, qui va lui mettre 2 dégâts en mêlée. Comme il a que 1 en mêlée, bah, il va pas faire grand chose en contre-attaque, d'accord? Donc soit ça se passe comme ça, soit on va le sacrifier directement le ranger en attaquant une unité qui ne va pas mourir et donc il va pas utiliser son sniper. On récupère alors une Spirit Stone, et ça c'est cool les amis de récupérer des Spirit Stones. Donc voilà, une petite carte très sympa qui est très bien dans le deck en early game.
On a ensuite le War Spider Exarch. On parlait de Spirit Stone juste avant. Et bien justement ce gars-là, donc il arrive en jeu avec Stealth déjà, un 2-2-3 pour 2 avec Stealth. Et à chaque fois qu'on va collecter une Spirit Stone, et ben en fait il va gagner +1/+1 en attaque et il va se remettre Stealth. Donc une carte vachement intéressante qui peut attaquer, survivre parce qu'il a 3 points de vie et repartir en Stealth juste après. C'est aussi une unité d'infanterie, donc forcément on va récupérer une Spirit Stone lorsqu'il va mourir. Mais vous voyez, l'idée là, ça va être potentiellement, peut-être, de jouer une carte comme le Ranger en early game. Ensuite, on le sacrifie pour faire bénéficier le War Spider Exarch de ce petit effet-là de boost de stat. Donc voilà, c'est une carte sympa, une carte qui est là pour faire des dégâts, hein, du coup, et une carte qui marche très bien dans ce deck. On a ensuite en stealth, on a le Striking Scorpion, voilà, donc une des meilleures cartes de la faction des Eldar. Hein. 2-1-3 pour 3 énergies, c'est pas terrible, mais avec stealth, donc il va survivre et donc il va pouvoir attaquer au prochain tour. Et il a Shuriken 2, ça veut dire qu'il va mettre 4 points de dégâts en attaquant en mêlée ou alors 3 en attaquant en range. Il peut même survivre à son attaque s'il attaque un adversaire qui a que 2 points de vie, hein, qui va mourir directement. On récupère une Spirit Stone quand il meurt aussi. Donc voilà, c'est une carte qui est vachement sympa et qui est jouée bien entendu dans ce deck. À 3 énergies, on a aussi le War Spider. Ok, le War Spider, donc il a Stealth, voilà, il a Waystone again. Il a des stats sympathiques, un 4-2-3 pour 3, ça va. Il peut taper fort en mêlée. Et il a une particularité, celui-là, c'est qu'il va retourner dans notre main après avoir attaqué s'il a survécu. Cet effet, il n'est pas super cool. C'est bien parce que quelque part, on peut jouer le War Spider, le attaquer avec, le remettre dans notre main et le rejouer du coup, et il aura à nouveau stealth et il pourra à nouveau attaquer au tour d'après, mais en même temps c'est un petit peu chiant parfois d'être obligé de le remettre dans notre main, ça nous enlève une présence sur le board et donc voilà, c'est un petit peu chiant, mais n'empêche que cette carte a tout à fait sa place dans notre deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a Orianne, la nouvelle carte légendaire qui est juste ultra forte. Elle a été nerf cette carte, mais elle reste ultra forte. Donc 2, 4, 5 pour 4 énergies. Donc en termes de stats, on n'est pas trop mal, hein, d'accord? Avec Stealth, bien entendu, avec Waystone, hein, donc on récupère une Spirit Stone quand elle meurt, c'est important ça aussi. Et ensuite, elle a cet effet passif qui fait que elle va donner Shuriken 1 à une unité lorsque cette unité-là va perdre Stealth. Donc ça marche sur lui-même, ok? On le joue, au prochain tour, au début du tour, il perd Stealth, et du coup, il gagne Shuriken 1 ce tour-ci. Donc voilà, c'est un effet très sympathique, hein. Il pourra taper du coup non pas à 4, mais à 5 dégâts en range, et ça marche évidemment sur nos autres cartes avec Stealth, d'accord? Et il a en plus un talent, les amis, un talent qui coûte 0, donc c'est vraiment super balèze. Un talent qui coûte 0 et qui nous dit quoi? Qui nous dit, voilà, on donne Shuriken 1 et Flying à une unité d'infanterie alliée ce tour-ci, et en plus de ça, si l'unité est en stealth, on lui donne flank. Cet effet-là, il est super intéressant les amis, parce que, alors déjà pour 0, on donne Shuriken 1 et Flying à n'importe quelle infanterie, voilà, ok. Ça peut être sur lui-même, ça peut être sur n'importe quelle autre unité, mais le fait de pouvoir donner flank à une unité en stealth, c'est vachement intéressant, parce que imaginons la situation suivante. On a Orianne, ok. On le joue, et on attend le prochain tour pour pouvoir utiliser son talent et attaquer avec. Au prochain tour, du coup, on joue un War Spider, par exemple. Ok, War Spider, il arrive en jeu en stealth. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser le talent de Orianne pour donner flank à notre War Spider. Notre War Spider, il va du coup attaquer. Lorsqu'il va attaquer, il va perdre son stealth, ce qui veut dire qu'il va gagner +1 en shuriken grâce à l'effet passif d'Orianne. Il aura aussi gagné +1 en shuriken et flying avec le talent de Orianne, et donc on se retrouve avec un War Spider qui a flying, qui a flank, qui a 2 en shuriken. Et là, d'un seul coup, ça nous fait une menace vraiment considérable pour notre adversaire. C'est une carte qui va évidemment attaquer tout de suite, hein, sinon tout ça, ça marche pas. Donc elle attaque avec 6 points de dégâts directement pour 3 énergies. C'est voilà, c'est un genre de petit combo qu'on peut faire avec Orianne qui est vraiment très très fort. On peut se débarrasser de troupes gênantes de notre adversaire de cette manière-là. Donc cette carte, elle est vraiment trop forte. On peut la jouer on cœur, on peut attendre un peu plus tard pour la jouer à un moment donné où on anticipe la sortie d'un combattant gênant pour notre adversaire. Voilà, c'est une carte qui est vraiment, vraiment très 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 forte.
Et on a finalement le Striking Scorpion qui a Stealth également, ok. Donc 4 de 4 pour 5 avec Stealth, c'est pas incroyable, mais c'est ça qui compte en fait avec cette unité-là, c'est le Shuriken 4. Elle peut infliger 8 points de dégâts en mêlée, cette carte, elle est vraiment très très forte. Et on a évidemment la petite Spirit Stone qui vient quand elle meurt, ok. Donc ça n'a pas l'air de faire beaucoup hein, comme ça d'unités en stealth dans le deck, mais en fait si on regarde vite fait dans les réglages et qu'on va chercher les cartes avec stealth, vous pouvez voir que je les joue absolument toutes dans le deck. Tac tac, voilà, toutes les unités qui ont stealth, elles sont présentes dans le deck. Donc on a vraiment un deck qui est basé sur cette mécanique. On a une autre carte qui a stealth, c'est pas le plus important, mais c'est surtout qui peut donner stealth à nos troupes, c'est évidemment le Wardlord Likis. Donc Likis, elle arrive en jeu avec stealth, ça change vraiment pas grand chose à la game, hein, puisqu'elle va perdre stealth au début de son tour, donc ça n'a d'intérêt que quand on est deuxième en fait, parce que du coup l'adversaire qui joue en premier ne peut pas attaquer notre Likis qui est en stealth au début de la partie, voilà. Mais après on perd stealth et du coup ça sert plus à rien, c'est juste un effet qui est fun sur ce Warlord là. Non, ce qui est intéressant ici c'est le talent. Qu'est-ce qu'il nous dit le talent? Il nous dit, voilà, on inflige 2 dégâts à une cible. Alors déjà, rien que ça, c'est super balèze, parce que pour 2 énergies, faire 2 dégâts à n'importe quelle cible, il n'y a aucune autre carte, aucun autre talent de Warlord en jeu qui est capable de faire ça. Donc 2 dégâts, c'est vraiment pas rien, hein. Ça veut dire qu'en attaquant et en utilisant talent, on peut faire 4 dégâts à une cible, possiblement au Warlord de l'adversaire à chaque tour. Donc voilà, on a un potentiel d'agressivité vraiment énorme. Et en plus de ça, si on arrive à tuer une troupe de l'adversaire avec ces 2 dégâts, eh bien on va donner stealth à une de nos unités d'infanterie aléatoire. Et ça c'est absolument génial les amis, parce que ça veut dire qu'on a des cartes avec stealth qu'on va mettre en jeu, avec lesquelles on va pouvoir attaquer au tour d'après, et on va pouvoir leur redonner stealth pour qu'elles soient à nouveau ingérables par notre adversaire, et pour qu'on puisse à nouveau attaquer avec au prochain tour. Vous voyez, c'est une mécanique complètement pétée quand on y réfléchit, parce que voilà, le stealth, on ne peut pas interagir avec les unités avec stealth, on en a plein dans ce deck là, on les met en jeu, elles vont survivre, on attaque, on leur redonne stealth derrière, enfin je veux dire, voilà, c'est c'est comme ça que le deck fonctionne un petit peu, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très fort pour le coup. Il faut vraiment chercher à abuser de cette mécanique quand on joue ce deck-là, on en reparlera juste après, hein, mais c'est vraiment important d'utiliser vraiment le plus possible cette mécanique à notre avantage. Donc voilà pour le Warlord Likis. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme troupe dans le deck? Il y a des troupes dont on n'a pas parlé encore. On a le Wind Rider qui est un excellent petit flanqueur avec Shuriken 2. Donc cette carte-là, elle est juste auto-incluse dans tous les decks Eldar. On a un autre flanqueur, le Shroudrunner ici, qui a 3 dégâts cette fois-ci avec le Sniper. Donc voilà, une carte de gestion qui nous permet de détruire des troupes de l'adversaire qui nous gênent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme troupe dont on n'a pas parlé? On va avoir le Farseer, une nouvelle troupe qui est arrivée dans le renfort des Eldar. Une troupe qui est très très forte, qui est très intéressante. 3-4-3 en stat pour 3 énergies. C'est pas trop mal, même s'il lui manque un petit point de vie, c'est pas trop mal. Mais attention les amis, regardez ce que cette carte est capable de faire, c'est absolument génial. Déjà, si on a une Spirit Stone à dépenser, on va pouvoir chercher une carte dans notre deck et la mettre directement dans notre main. Voilà, donc on a un choix de 3 cartes issues de notre deck, et on en sélectionne une et on la pioche directement, donc c'est vraiment super cool. Et en plus de ça, si on a une Spirit Stone à récolter, on va pouvoir faire gagner un shield à cette carte-là. C'est une carte qui est super intéressante parce qu'elle fait plein de choses en même temps. Il faut réussir à le setup un petit peu, d'accord? Il faut d'abord avoir une Spirit Stone dans notre réserve et aussi en avoir une à récolter en jeu pour pouvoir utiliser tous ces effets, mais ça peut se faire, et ça fait de cette carte-là une carte super intéressante. Le fait qu'elle ait des stats un petit peu faibles, notamment en points de vie, hein, c'est surtout en points de vie par rapport à son coût, ça se compense largement par le fait qu'on peut lui donner un shield, en fait. Voilà, une 3-4-3 pour 3 énergies avec un shield, ça en fait une carte qui est quand même vachement menaçante, une carte qui va pouvoir la plupart du temps infliger ces 4 points de dégâts d'attaque range sur une troupe ou sur le warlord de l'adversaire, pourquoi pas regagner un shield derrière, enfin, voilà, une carte vraiment très sympa et qui nous donne même une petite Spirit Stone quand elle meurt.
Ouais, une carte qui est super cool et qui, à mon avis, va être jouée dans tous les decks Eldar parce qu'elle est vraiment, vraiment très très forte, cette carte-là. Ok, ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas parlé de la Banshee, voilà, la fameuse Banshee qui a été nerf, qui a perdu un point d'attaque, aïe aïe aïe, mais qui reste une carte très intéressante, évidemment parce que c'est un flanqueur, parce qu'elle stun un ennemi, hein, pas forcément une troupe, mais un ennemi pas aléatoire, un ennemi que l'on va cibler, et qui a Waystone, donc il va aussi nous fournir une petite stone lorsqu'elle va mourir. Voilà, une carte qui est très forte et qui, en tout cas en me concernant, va être présente en x2 dans tous mes decks, ça c'est sûr. Voilà les amis, on a fait le tour des troupes, on va regarder un petit peu les stratagèmes, maintenant on va regarder un petit peu ces cartes-là qui vont nous aider à faire davantage de dégâts à l'adversaire et à conclure la game. Alors non, on a oublié une petite troupe, on a oublié le Nuadu Fireheart, un autre flanqueur donc qui est vraiment très fort parce que celui-là c'est un flyer, pour 4 énergies il peut faire 5 dégâts en mêlée, donc c'est super intéressant comme carte. Ok, et puis il a évidemment son effet de strike qui donne invulnérable aux unités adjacentes, aux troupes pardon adjacentes, si jamais du coup il survit après avoir attaqué, hein, ce gars-là, donc une carte qui est très très forte et qui est présente dans tous les decks Eldar. Et donc en ce qui concerne les stratagèmes, on va regarder un petit peu, on a Dance of Death ici, donc voilà, hein, dans tous les decks, inclus dans tous les decks Eldar encore une fois, 4 énergies, on donne Shuriken 2 de façon permanente à une de nos unités et donc à notre Warlord. D'accord, un Warlord comme Likis avec Shuriken 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait 4 dégâts en attaquant, plus 2, donc 6 en utilisant le talent, donc c'est absolument énorme. En termes d'aggro, on est vraiment à fond. On a le Wailing Doom qui est notre big finisher les amis, toujours pareil, hein, présent dans tous les decks Eldar tellement elle est trop forte cette carte là, 8 dégâts à une cible, donc évidemment la plupart du temps ça va être sur le Warlord de l'adversaire pour l'achever en fin de game. Voilà, on a ce petit effet de blast aussi avec les 2 Spirit Stones, mais en général c'est pas très important, hein, c'est les 8 dégâts sur la tronche de l'adversaire qu'on va utiliser la plupart du temps pour finir la game. On va avoir d'autres sources de dégâts dans le deck. On a la Eldritch Storm. Donc voilà la big AOE des Eldar, 1 à 3 dégâts à tous les ennemis. Et on répète l'effet avec les 2 Spirit Stones. Voilà, donc une carte très très forte, hein. Encore une fois, on a évidemment le Banshee Mask qui inflige 3 dégâts et qui stun une cible. Donc ça peut aller aussi sur le Warlord, ces dégâts-là. Très très fort, hein, très pratique dans notre deck aggro. Et on a finalement un petit exemplaire de Forward, une des nouvelles cartes qui est arrivée récemment dans le jeu. +3/+3 en attaque à une unité alliée jusqu'à la fin du tour, voilà, pour 3 énergies. Et si on a une Spirit Stone à dépenser, on va lui donner Shield également. Un seul exemplaire de cette carte parce qu'elle n'est pas non plus extraordinaire. C'est cool de pouvoir faire 3 dégâts supplémentaires, notamment avec le Warlord à un moment donné dans la game. En plus, avec le shield, on peut s'assurer de survivre à un trade dangereux, par exemple, grâce à cette carte-là. Mais c'est pas non plus une carte qui est ultra balèze, qui va être souvent utile. Et donc, un seul exemplaire, ça suffit largement pour avoir juste cette possibilité de faire 3 dégâts supplémentaires à un moment donné dans la game. Ok les amis, on a presque fini notre tour du deck. On va terminer avec Craft World Convergence, donc la carte dont on n'a pas encore parlé, le dernier stratagème qui nous restait à voir dans le deck. Cette carte-là, elle est juste trop bien à mon avis et doit être jouée dans tous les decks Eldar. C'est quasiment la seule source de pioche de toute la faction et on va notamment l'utiliser pour ça, d'accord? On va utiliser l'effet de piocher une carte, de piocher 2 cartes, pardon, la plupart du temps. Qui est vachement intéressant, c'est que si on a cette carte en main de départ, hop, dès le premier tour de jeu, on la joue, on pioche nos 2 cartes, et du coup, ça nous donne plus d'options pour démarrer la game à partir de 3 énergies. Donc voilà, ça marche très très bien de l'utiliser comme ça. On peut également aussi l'utiliser pour générer 2 Spirit Stones à un moment donné dans la game si on en a besoin pour déclencher par exemple une Eldritch Storm, d'accord? Donc ça peut être un effet intéressant aussi de cette carte-là. Et après, on peut déployer aussi un vétéran gardien, mais moi c'est quelque chose que je ne fais jamais hein, personnellement, parce que les 2 autres effets sont à mon avis beaucoup plus intéressants. La pioche pour remplir notre main et avoir des options, et en plus et à côté les 2 Spirit Stones si on en a besoin à un moment donné. La pioche est particulièrement intéressante dans ce deck là parce que comme on a un deck aggro avec une curve assez basse comme vous pouvez le voir, et on va de temps en temps en fait vider notre main assez rapidement et on risque de tomber à court de ressources, et cette carte là nous permet justement
d'aller chercher davantage de ressources dans notre deck pour éviter de se retrouver dans cette situation où on a quasiment plus de cartes en main et ça devient vraiment compliqué à ce moment-là. Ok les amis, on a fait le tour du deck et du coup on va regarder un petit peu maintenant comment ça marche, qu'est-ce qu'on est censé faire avec ce deck là. Donc j'ai déjà expliqué brièvement, hein, mais voilà, on va jouer nos unités en stealth, d'accord, donc le Ranger, le Warrior Exarch, le Striking Scorpion, etc. Nos cartes légendaires aussi. Comme elles sont en stealth, la plupart du temps l'adversaire ne va pas pouvoir les gérer, ne va pas pouvoir interagir avec, et l'idée du coup ça va être d'utiliser cet effet-là pour pouvoir attaquer du coup au tour d'après, soit les troupes de notre adversaire s'il y a des troupes en jeu parce que il faut bien gérer le board, hein, sinon on risque de se faire avoir par derrière, ou alors si la voie est libre, et de mettre un maximum de dégâts sur le Warlord de l'adversaire. Si on en a la possibilité, après avoir attaqué avec une de nos unités en stealth et que cette unité-là, elle a survécu, si on en a la possibilité, donc, on peut aussi utiliser le talent de Likis pour redonner stealth à notre unité. D'accord, on va essayer de faire ça le plus possible quand on va jouer ce deck là, on va essayer d'abuser le plus possible de cette mécanique de stealth parce que c'est une mécanique qui est vraiment très forte dans ce jeu. C'est une mécanique vraiment qui est très forte parce que voilà, le fait de ne pas pouvoir interagir avec nos troupes directement, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et du coup ça va permettre à nos cartes d'avoir une durabilité vraiment importante et de pouvoir mettre un max de dégâts, de générer un max de value en attaquant ou en utilisant les différents effets de ces cartes-là. Donc voilà, on essaie vraiment d'abuser de l'effet de stealth, d'accord, en mettant nos troupes en jeu, en attaquant avec et en leur redonnant stealth si on en a la possibilité. Si on n'en a pas la possibilité, c'est pas très grave, on va essayer d'utiliser notre talent quand même pour attaquer, pour faire des dégâts sur le Warlord de l'adversaire. Alors le talent, on va pas forcément le jouer à chaque tour, hein, ok? On va le jouer quand c'est nécessaire pour gérer une troupe de l'adversaire et potentiellement donner stealth à une de nos unités, ou alors pour juste faire des dégâts si on n'a rien d'autre à faire. Mais si on a la possibilité de mettre en jeu une unité pendant notre tour, il vaut mieux privilégier ce play-là, d'accord, cette manière de jouer-là, plutôt que de faire juste une attaque avec le Warlord et d'utiliser le talent pour faire des dégâts, ok? C'est tentant hein, d'utiliser le talent pour faire des dégâts comme ça à chaque tour, mais il est préférable de jouer nos unités comme ça, hop, à 3 énergies, à 4 énergies, à 5 énergies, pour avoir une présence sur le board, pour pouvoir contrer ce que va nous faire notre adversaire lors de son prochain tour, et on utilise le talent seulement quand on en a la possibilité, donc pour infliger des dégâts et ou pour donner stealth à nos unités. Et voilà comment il faut voir les choses, les amis, pour que le deck fonctionne bien. Ensuite, voilà, on a tous nos petits flanqueurs qui vont nous aider dans cette tâche, qui vont nous aider à gérer le bord de l'adversaire, d'accord, pour pas se faire avoir. Le truc, c'est que comme on a un deck aggro, un deck agressif, on va aussi attaquer à chaque tour le Warlord de l'adversaire si on en a la possibilité avec Likis, ok? Mais du coup, si on fait ça, on va quand même perdre pas mal de points de vie dans le process, et donc on risque d'être en danger à un moment donné dans la game. Et donc en fait, pour ne pas se retrouver dans une situation trop galère, il faut absolument gérer le bord de l'adversaire, et donc nos unités avec stealth, nos flanqueurs, tout ça, on va essayer de les utiliser au mieux pour justement gérer le bord de l'adversaire pour pas se retrouver en danger. Si jamais l'adversaire arrive à avoir une unité qui survit et commence à nous mettre plein de dégâts, on peut se retrouver dans la merde. Donc il faut essayer d'éviter ça au maximum. Ensuite, on a des petits combos à faire, hein, du coup. Alors, on a le Warp Spider. J'ai déjà dit que celui-là, il était mieux à utiliser en flank que juste comme ça en stealth. Voilà, parce que on dépense une Spirit Stone, on attaque, on récupère notre Spirit Stone, c'est super cool. En plus, c'est 3 dégâts pour une énergie seulement, donc c'est vraiment super, super value comme petit flanqueur. On a parlé de Craftworks Convergence qui va nous aider à piocher des cartes pour ne jamais être à court de ressources, ok. Le farcir, dès qu'on en a la possibilité, on va jouer cette carte-là pour chercher une carte dans notre deck et en plus pour lui donner un shield. Ça va faire une carte que l'adversaire va devoir gérer et il va devoir dépenser pas mal de ressources pour la gérer à cause justement de ce shield-là. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante comme ça. C'est un excellent tempo drop hein, si on a la possibilité de jouer à 3 énergies ou à 4 énergies peut-être avec une Spirit Stone, avec un shield je voulais dire. C'est quand même, c'est un play qui est vachement intéressant. Évidemment, après, on a toutes nos sources de dégâts, on a
le Dance of Death, la Storm, le Banshee Mask, voilà, Waning Doom, toutes ces cartes-là, on va essayer de les utiliser au mieux. Il ne faut pas les utiliser trop rapidement, ces cartes, il faut les garder en main pour les jouer à un moment donné où ça va nous permettre de vraiment prendre le dessus dans la game ou d'achever notre adversaire ou d'en nous mettre dans une situation dans laquelle on va être en mesure au tour d'après ou peut-être 2 tours après de tuer notre adversaire, ok? Il faut vraiment bien les utiliser ces cartes-là, surtout la Storm, hein, c'est une carte qui est très précieuse parce que c'est la seule AOE qu'on va avoir et c'est une carte qui peut vraiment nous sortir de situations compliquées, donc c'est une carte vraiment, il faut, quand on l'a en main, il faut la garder précieusement, faire attention à notre stock de Spirit Stone aussi pour pouvoir la doubler au moment où on la joue, très important, hein, ok? Voilà les amis, donc après voilà, c'est un jeu un petit peu de ressources, hein, de gestion de ressources aussi, hein. On va jouer agressif, certes, on va mettre des unités sur le board si possible à chaque tour, mais on va aussi essayer de bien utiliser nos cartes pour en extraire le maximum de value. Il faut les utiliser au bon moment, il ne faut pas les balancer juste comme ça. On peut se faire contrer parfois par des unités puissantes de la part de nos adversaires, par exemple la Venom Crawler, ça va être une carte très difficile à gérer, et donc il faut savoir quelle carte dans notre deck peut nous permettre de gérer des cartes de ce type-là et il faut bien les garder en main, d'accord? Ne pas les jouer trop vite, justement pour pouvoir les utiliser si jamais l'occasion se présente, si jamais on en a besoin à un moment donné. Ok les amis, on va parler un petit peu des remplacements possibles, d'accord? Si vous n'avez pas certaines des cartes épiques ou des cartes légendaires, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de cartes légendaires et aussi de cartes épiques dans le deck. Et donc, je vais vous proposer quelques remplacements possibles. Alors, moi, je vous suggère déjà, dans un premier temps, de garder à peu près le même ratio entre troupes et stratagèmes, d'accord? Donc, s'il vous manque des troupes, essayez de les remplacer plutôt par des troupes. Et s'il vous manque des stratagèmes, et bien pareil, essayez de les remplacer plutôt par des stratagèmes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme carte? Qu'est-ce qui peut être intéressant s'il nous manque? Eh bien, je sais pas, moi, peut-être des... Je sais pas moi, des Striking Scorpion, des War Spider, des Farseer, des choses comme ça. On a d'autres options, d'accord? On peut jouer des flanqueurs, par exemple. On a le Shining Spear qui est assez sympa, hein, d'accord? Petit flanqueur, 3 points d'attaque en mêlée avec Flying, donc c'est cool. Avec Shuriken 2 si on a une stone à dépenser. Donc voilà, ça c'est une première option. On a un autre Shining Spear, le Shining Spear Exarch ici, qui est aussi pas mal du tout. Alors lui, il se combine bien avec les autres véhicules parce qu'il peut leur donner Shuriken 1, mais sinon ça reste un flanqueur 4 dégâts en mêlée avec Flying, donc c'est toujours intéressant d'avoir pas mal de dégâts en mêlée avec des flanqueurs qui ont Flying, hein, c'est toujours sympa, un peu comme le Nuadu, hein, d'accord? Donc ça peut être un remplacement éventuellement par le Nuadu qui sera beaucoup moins fort évidemment, mais c'est quand même une carte qui ressemble un petit peu. Ok, on a une autre carte, encore un véhicule qui peut être intéressant à ajouter dans le deck s'il vous manque certaines cartes, c'est le Crimson Hunter. Cette carte-là, elle est vraiment très très forte pour le coup parce que voilà, donc c'est une unité aérienne, ok, elle a des stats corrects, elle va arriver en jeu et infliger 3 dégâts à un ennemi et 6 si cet ennemi il a Flying. Et donc ça en fait une carte qui est vraiment super intéressante. Une carte de burn, une carte de gestion, une carte un petit peu de contrôle, mais de tempo également, parce qu'on obtient un body intéressant sur le bot quand elle arrive en jeu, au même moment où elle va potentiellement détruire une unité de l'adversaire. Donc voilà, c'est une carte que vous pouvez également mettre dans le deck si jamais il vous manque certaines cartes. Alors comme elle coûte un petit peu cher, on va éviter de mettre trop de cartes qui coûtent cher dans le deck, et donc le Crimson Hunter serait un remplacement peut-être pour un Striking Scorpion Exarch, ou pour une Orion si vous ne l'avez pas, hein, d'accord? Mais on va éviter de remplacer des cartes qui coûtent pas cher par ce genre de cartes-là. On va plutôt préférer les Shining Spear et Shining Spear Exarch dans ce cas-là. On a un autre remplacement potentiel, un autre avion qui est aussi très intéressant, c'est le Fire Prism, qui coûte un tout petit peu plus cher, qui a des stats un tout petit peu plus élevées aussi que le Crimson Hunter, mais qui fait plus ou moins la même chose, c'est-à-dire 3 dégâts en arrivant en jeu sur une cible, sauf que lui en plus, il va infliger davantage de dégâts, donc 6 dégâts à la place, si il cible une unité avec de l'armure. Donc c'est une carte qui peut être aussi intéressante dans les decks Eldar de manière générale, et pourquoi pas dans ce deck-là, parce qu'on a la possibilité de burn aussi le Warlord de l'adversaire, c'est pour ça que c'est une carte qui peut être intéressante. Une carte de gestion, une carte de burn, donc voilà, quelque chose qui peut également être ajouté dans le deck. Je vois ici le Whirling Death qui peut éventuellement être mis peut-être en un exemplaire dans le deck si jamais il vous manque encore des cartes, parce que bah voilà, c'est un stratagème qui coûte un petit peu cher mais qui est assez sympa. 5 dégâts sur une troupe de l'adversaire, ok.
Et si la troupe meurt, 2 dégâts aux unités adjacentes, c'est-à-dire qu'on peut aussi mettre 2 dégâts sur le Warlord de l'adversaire dans les bonnes conditions avec cette carte-là, donc c'est quand même cool. Ok, un autre remplacement particulièrement intéressant pour un deck comme ça, c'est le Hornet. Voilà, alors je ne l'ai pas mis en premier parce que je pense que c'est pas forcément la carte la plus intéressante en termes de gestion et tout, mais par contre le Hornet, c'est un potentiel finisher qui peut éventuellement remplacer le Wailing Doom, même si ça va être quand même beaucoup moins fort. Mais n'empêche que c'est une carte qui est vachement intéressante, qui peut servir de finisher grâce à son effet de Spirit Stone. Alors ça coûte cher, hein, il faut avoir 3 Spirit Stone en réserve à dépenser pour pouvoir déclencher cet effet-là. Et du coup ça va donner en fait fast à notre Hornet qui va donc pouvoir attaquer directement le Warlord de l'adversaire avec ses 5 points d'attaque. Et sinon le reste du temps ça en fait, on a ici un flanqueur tout de même avec 5 points d'attaque en range. Pour 5 énergies c'est pas trop mal, ok. Et donc pour ces différentes raisons, cette carte-là est aussi une carte intéressante à ajouter dans le deck. Alors vous avez vu, si on fait des remplacements comme ça avec des flanqueurs, avec les avions qui infligent des dégâts et tout, on va changer un petit peu la nature du deck puisqu'on aura peut-être moins de cartes avec stealth et davantage de véhicules qui vont infliger des dégâts ou qui vont avoir flank, etc. Donc le deck va être un petit peu différent. Il va peut-être un petit peu moins bien marcher, mais c'est même pas dit en fait, hein, c'est juste que le deck fonctionnera un peu différemment. Mais en tout cas, ce sont les remplacements que je vous propose parce que ce sont les cartes là que je vois qui sont potentiellement les meilleures à mettre dans ce deck. Alors, on n'a pas terminé, je vais vous suggérer une dernière carte ici que vous pouvez potentiellement ajouter dans le deck. Il s'agit de Vengeful Wraithblade. Cette carte elle est sympa, moi je l'aime beaucoup. Je la joue assez rarement. Mais pourtant, je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui peut potentiellement faire vraiment très très mal à notre adversaire si on arrive à la jouer correctement au bon moment. Donc on a une 5/06 pour 5 énergies, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Vanguard, ok, bon. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout son effet avec les Spirit Stones. Pour 2 Spirit Stones, elle obtient armure 2, c'est énorme, et flank. C'est-à-dire que pour 5 énergies, potentiellement, on a une carte qui peut attaquer avec 5 points d'attaque en mêlée, avec armure 2, donc elle va pas mourir hein, en attaquant. Et en plus de ça, elle a Vanguard, et donc elle va poser des problèmes à notre adversaire par la suite pour la gérer. Donc c'est une carte qui est quand même vachement intéressante, et qui, au même titre que les autres flanqueurs, peut avoir sa place dans un deck comme ça. D'autant plus que, puisque c'est une unité d'infanterie, eh bien on peut potentiellement donner stealth à ce Vengeful Wraithblade avec l'effet du talent de Lycis, qui ne peut donner stealth qu'à des unités d'infanterie. Donc voilà, une carte potentiellement intéressante à mettre dans le deck à nouveau si il vous manque certaines cartes épiques ou légendaires. Tant que j'y suis en parlant du stealth, une dernière carte que je peux vous proposer, c'est, elle est où? Fire and Fade, non c'est pas ça, c'est Webway Incursion, voilà. Et un petit stratagème qui coûte une énergie et qui va tout simplement donner stealth à une troupe alliée. D'accord, donc on n'en a pas besoin en temps normal parce qu'on a évidemment le talent de Lycis qui peut faire plus ou moins la même chose, mais voilà, s'il vous manque certaines cartes, hein, par exemple, je sais pas moi, le Forward et tout, vous pouvez évidemment le mettre, comme j'ai dit juste avant, cette carte-là à la place, mais vous pouvez éventuellement tester aussi le Webway Incursion qui peut fonctionner si jamais vous intégrez un certain nombre de véhicules dans le deck, hein, comme les Crimson Hunter et tout, eh bien Webway Incursion peut fonctionner avec ces cartes-là également, contrairement au talent de Lycis. Donc voilà, c'est une possibilité. Vous avez comme ça, voilà, un certain nombre de cartes que vous pouvez éventuellement mettre dans le deck si jamais il vous manque certaines cartes importantes, voilà, comme les légendaires ou les épiques. Voilà les amis, donc j'espère que ces explications auront été suffisamment claires pour vous. Je vous propose de passer à la section suivante où on va parler des forces et des faiblesses du deck. Alors c'est un deck qui va être très fort, hein, voilà, c'est un deck qui va être très fort avec lequel on va pouvoir vraiment tuer notre adversaire rapidement, mais on peut quand même être mis en difficulté par certains, comment dire, pas forcément par certaines factions ou certains warlords, mais par certaines cartes qui vont être là, qui vont nous gêner. Par exemple, les troupes, comme je disais, qui sont assez puissantes, qui vont avoir de l'armure aussi. Ça, c'est des cartes qui vont être vraiment chiantes à gérer avec ce deck-là, parce que
On a que, je veux dire, on a beaucoup de petites unités qui sont faibles en points de vie, qui sont faibles aussi en points d'attaque, et donc voilà, dès qu'une unité adverse va avoir de l'armure, ça va être vraiment compliqué de réussir à la tuer, notamment un Venom Crawler, ou alors, je sais pas moi, n'importe quelle carte qui va avoir 2 points d'armure, hein, genre le Hellbrut par exemple. Ça, c'est vraiment un enfer à gérer ces trucs-là. Donc il faut réussir à les anticiper vraiment, à préparer notre main pour pouvoir gérer ces cartes-là quand elles arrivent en jeu. Et aussi à côté, bah, il faut essayer d'être suffisamment agressif pour pouvoir tuer notre adversaire avant qu'il puisse vraiment profiter de ces unités-là. Ok, voilà, il y a les, je sais pas moi, il y a le Enforcer Battlesuit par exemple, des Tao qui est un petit peu pareil. Voilà, c'est une carte avec de l'armure qui va être compliquée à gérer, donc il faut vraiment essayer d'anticiper ce genre de choses. Les véhicules aussi chez les Astra Militarum, enfin voilà, c'est juste quelques exemples comme ça. Ces cartes-là, il faut essayer de les anticiper, il faut essayer de se préparer à les détruire. On a des outils pour ça, hein, d'accord, on a tous nos flanqueurs ici, le Wind Rider, le Shroud Runner qui sont capables, le Death Spinner aussi qui sont capables d'infliger 2 dégâts à une unité qui aura armure 1, donc c'est quand même pas mal. On a évidemment Oriane, si on arrive à la jouer au bon moment, on peut utiliser son talent pour mettre beaucoup de dégâts sur des unités problématiques comme ça. On a le Striking Scorpion qui peut faire très très mal aussi à ce type d'unité, d'accord, donc il faut réussir à timer correctement en fait ces cartes-là pour pouvoir s'en servir justement pour gérer les cartes gênantes de notre adversaire quand elles arrivent en jeu. On a le Nuadu aussi qui est un excellent flanqueur, 5 dégâts en mêlée, c'est quand même pas rien, et donc ça peut faire voilà 4 dégâts sur une troupe avec de l'armure, c'est quand même pas mal, hein, ok. Et puis on a la possibilité aussi de stun ces ennemis-là avec la Banshee ou avec le Banshee Mask, ok. Donc voilà, on a quand même des solutions, ok, on a des choses à faire, mais il faut vraiment essayer d'anticiper ces cartes-là. Ok, notre deck il va être aussi un petit peu sensible aux AOE, voilà, aux dégâts de zone, au blast aussi, et aussi de manière générale aux cartes qui vont cibler des ennemis aléatoires. Voilà, les cartes qui vont cibler des ennemis aléatoires, ça va être des cartes gênantes pour nous, les AOE, le blast et tout, parce que en fait, dans notre deck, on a plein d'unités qui vont être en fait assez petites en termes de stats. Vous voyez, là on a 3 points de vie, là on a 3 points de vie, là on a 2. Voilà, on a des cartes qui sont en fait assez faibles en termes de stats et donc qui peuvent se faire détruire assez facilement par des AOE, par des effets de blast, par des effets de dégâts aléatoires. Et ça peut parfois nous poser pas mal de problèmes. Ces mécaniques-là, en fait, il va falloir essayer de jouer autour. Il va falloir essayer de les anticiper et de jouer de telle sorte à ce que si on se prend une carte de ce type-là, bah, ça va pas nous faire trop de mal, ok. C'est comme avec les unités puissantes, c'est quelque chose qu'il faut réussir à anticiper, quelque chose une chose à laquelle il faut être préparé. Et donc par exemple, en fait, pour éviter de se faire contrer par une grosse AOE à un moment donné, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est de jouer nos troupes avec parcimonie. On va jouer une troupe par tour. Et pas plus que ça, on va pas remplir notre board d'un seul coup de plein de petites unités parce qu'on risque en fait de se faire complètement contrer avec une carte de ce type-là, ok. Donc il faut faire attention à ça, il faut pas jouer nos troupes trop rapidement, il faut gérer nos ressources comme il faut. Quand on est à 5 énergies par exemple, on va envoyer peut-être un Striking Scorpion, mais on va pas envoyer un Ranger à côté, on va plutôt utiliser le talent de Lycis, ok, pour pouvoir faire 2 dégâts et garder en main cette carte-là qu'on pourra jouer plus tard dans la game, parce que si jamais on joue les deux et qu'on se prend, je sais pas moi, qu'on se prend un Wavering Zeal de la part des Dark Angels, et ben boum, d'un seul coup on se retrouve avec plus aucune unité en jeu, c'est la misère, et on n'a plus non plus ces unités dans notre main puisqu'on les a déjà jouées, donc vous voyez, voilà, il faut faire attention et il faut jouer ces cartes correctement, dans le bon ordre, pas tout en même temps, petit à petit, pour ne pas se faire contrer par ce genre de cartes-là. J'ai parlé vite fait des Dark Angels. Les Dark Angels, ils ont la carte qui va contrer notre deck, enfin le contre le plus puissant possible qui existe dans le jeu à notre deck, c'est bien entendu le Talon Master, d'accord, l'anti-stealth. C'est la seule vraiment bonne carte d'anti-stealth qu'il y a dans le jeu à l'heure actuelle, et c'est une carte qui peut potentiellement nous éclater la gueule. Si on fait pas attention, si on joue plusieurs unités avec Stealth,
et que l'adversaire nous répond avec un talon master et qui nous éclate notre board comme ça d'un seul coup, ça peut faire vraiment très très mal et on va pas pouvoir s'en remettre. Donc à nouveau, ça va être une carte qu'il va falloir anticiper, il va falloir jouer autour de cette carte-là, il va falloir éviter de sortir trop d'unités avec Stealth d'un seul coup pour ne pas se faire contrer en un seul tour par cette carte-là. Ok, il faut faire attention à ça. Les Dark Angels, ils ont pas mal d'outils qui peuvent nous poser problème parce qu'ils ont cette carte-là, le Talon Master, mais ils ont aussi le Unwavering Zeal, ils ont les Terminators qui font des dégâts de zone, d'accord? Donc voilà, les Dark Angels, c'est quand même une faction qui va peut-être nous poser problème plus que les autres. Une faction avec un Warlord, le Azrael, qui est capable même d'aller chercher toutes ces cartes-là dans le deck. On a aussi Asmodai avec le Terminator, hein, qui peut, avec le Dreadnought, pardon, qui peut infliger pas mal de dégâts aléatoires comme ça sur le board de l'adversaire. Donc voilà, on a une faction qui peut quand même être plus difficile que les autres à jouer, mais faites attention les amis parce que les autres factions ont aussi des outils de ce type-là qui peuvent nous faire du mal. Chez les Ultramarines par exemple, il y a Storm Raven, ok. Il y a Titus aussi avec son Blast. Chez la Black Legion, il y a Eldritch Strike, il y a Traitor's Hate. Voilà, chez les Tyrannids, il y a la Big AOE aussi qui fait 3 dégâts à tout le board, qui va soigner le Warlord de l'adversaire. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de cartes dans le jeu qui peuvent nous faire mal et il faut vraiment les avoir en tête et essayer de jouer autour un maximum pour éviter de se faire hard counter par ces cartes-là. Et donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire par rapport aux points faibles, hein, c'est plus les points faibles que les points forts en fait de ce deck. Il faut faire attention à ça. Une dernière chose, quand on joue contre d'autres decks agressifs, il faut aussi faire attention parce que si on a un adversaire agressif qui nous attaque à chaque tour et que nous aussi on joue agressif et qu'on l'attaque à chaque tour, on va perdre nos points de vie très rapidement. Et on risque de se retrouver à un moment donné en grosse difficulté. Et si on n'a pas notre Wailing Doom au bon moment, par exemple, eh ben, on va peut-être se faire tuer. Donc il faut faire attention. Si on joue contre un adversaire agressif qui nous attaque à chaque tour, eh ben, il faut se détendre un petit peu. Il ne faut pas forcément attaquer à notre tour, à chaque tour, pour essayer de préserver un petit peu nos points de vie, ok, parce que sinon, voilà, ça peut devenir très compliqué à un moment donné dans la game. Ok les amis, à part ça, je pense que le deck marche plutôt pas mal. Ok, et donc, si vous voulez bien, eh ben, on va passer au gameplay. Allez, c'est parti. Alors, on affronte donc Galaron. Donc là, je décide de pas garder la Storm parce que en main de départ, comme ça, c'est pas ouf et on n'en a pas forcément besoin dans ce match-up. Ok, alors là, je jouais une ancienne version du deck que je vous ai présenté où tout simplement j'avais les Guardian Defender en x2 à la place des Shroud Runner que je vous ai montré dans la liste tout à l'heure. Mais sinon, le reste du deck est exactement pareil. Donc là, je décide d'aller en mode aggro tout simplement, de faire un max de dégâts. J'aurais pu jouer le Guardian Defender et Aspect Shrine, mais en fait, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça, à part pour gagner les stones ici, mais le Guardian Defender, il se serait fait tuer instantanément si je l'avais mis en jeu comme ça. L'idée avec cette carte-là, c'est à la base de lui donner stealth grâce au talent de Likis. Sinon, il se fait tuer tout de suite, il sert à rien. Donc là, on joue une unité avec stealth, on curve, comme ça, c'est parfait. On continue à attaquer. L'adversaire il m'attaque aussi, c'est pas une bonne idée de sa part parce que c'est moi qui suis le Warlord agressif dans ce match-up, hein, clairement. Là je vais décider de faire un play qui est particulièrement intéressant. Donc je sacrifie mon unité ici, je génère une Spirit Stone, j'en ai gagné 2 avec la carte défensive et du coup, voilà, je vais jouer le Farseer qui va me permettre de piocher une carte et je vais aller chercher évidemment le finisher. Je récolte ensuite ma Spirit Stone, et comme ça, il obtient un shield. Et ça en fait une carte, difficile à gérer. Alors, il va la gérer quand même, mais il va devoir taper dessus avec le Warlord, et ensuite attaquer avec son flanqueur. Ah, il a fait l'inverse. Ouais, ça change pas grand-chose, ça change rien. Comme il y a de la vulnérabilité, ça change rien. Voilà, et du coup, moi, je récupère une stone comme ça. C'est vraiment super cool. Et je pense que je vais refaire la même chose. Voilà, deuxième Farseer. On pioche une carte que l'on choisit dans notre deck
en dépensant une Spirit Stone. Ensuite, on récolte la Spirit Stone qu'on a ici pour lui donner Shield. Voilà. Et en plus de ça, on va lui donner Stealth grâce au talent de Likis. Et on attaque. Donc cette unité-là, s'il arrive à la gérer, il est fort. Hein, parce qu'elle a Shield, elle a Stealth. C'est chaud quand même. Voilà, et là il me sort le meilleur play possible. Et là c'est chaud. Un Venom Crawler avec plus 2 points de vie camouflage. Et non, et non, et non, et non. Plus 3 points de vie et camouflage. Il aurait dû mettre un deuxième Dark Pad of Fate pour monter ses points de vie à 10. Parce que là il est un petit peu plus vulnérable. Et il se trouve que je vais réussir à le gérer. Donc voilà, là j'envoie absolument tout ce que j'ai, parce que sinon il n'y a aucun moyen de gérer cette carte-là. Alors là, non, ça c'est pas normal par contre, ça c'est pas normal. Il devrait pas avoir... Ok, donc là j'ai joué le flanqueur, tac. Voilà, le shield il saute, hein, il n'a pas vraiment invulnérabilité, ou alors peut-être que même s'il avait invulnérabilité, le shield sauterait. Mais normalement il n'a pas invulnérabilité, c'est pas normal. Le Nuadu, il aurait pas dû faire ça. Ok, donc, on va faire une petite pause. Juste pour que je vous explique un truc, parce que je ne l'ai pas commenté en direct. Voilà, j'ai joué ce gars-là. Il a obtenu flank en arrivant en jeu en dépensant une Spirit Stone. Il a du coup attaqué directement. Il s'est sacrifié. Et grâce à Waystone, eh ben, il m'a fait récupérer une Spirit Stone. Vous voyez, j'ai dépensé 1 et puis j'ai récupéré 1 ensuite. Et je me suis servi en fait de la Spirit Stone qu'il a générée en plus pour redonner un shield à mon farcir. Donc vous voyez, ça a super bien marché pour moi là ce tour-ci. C'est vraiment cool. J'ai réussi à faire mes petits combos comme il fallait. Et en plus de ça, ce gars-là a survécu grâce à son shield. Donc voilà, c'est vraiment super cool. On va voir ce qui se passe par la suite. Donc il me met la vulnérabilité 2, mais malheureusement pour lui, ça va pas marcher. Parce que grâce au shield, je suis protégé de la vulnérabilité, hein, très important. Et là, eh ben, on va rien faire parce que ça bug. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Malheureusement, les amis, le replay est buggé. Qu'est-ce que j'aurais fait si ça avait été à mon tour de jouer? J'aurais peut-être fait la Storm pour me débarrasser de ce gars-là. S'il est pas mort avec la Storm, je peux lui mettre 2 dégâts et donner à nouveau, pas shield, mais stealth à ce gars-là, mais peut-être pas en fait. C'est peut-être plus intéressant d'aller face ici, d'aller face là, de détruire celui-là si jamais il est pas mort, ou alors de jouer un Ranger pour le prochain tour. Et au prochain tour, on a le finisher, et donc on va de toute façon réussir à tuer notre adversaire. On peut même juste ignorer le Bringer of Decay. Face, on peut jouer la Storm quand même, on a les 2 stones, donc elle va être doublée. Pour faire un maximum de dégâts sur le Warlord de l'adversaire, on lui met 2 dégâts comme ça aussi. Et au prochain tour, on a le finisher, et voilà, et ça se termine comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Peut-être que le joueur a abandonné, je sais pas, mais bon, en tout cas, ça plante. C'est vraiment chiant. Alors, on affronte les taux avec Aunva. Donc une main très sympa que je décide de garder. Le Death Spinner, il est cool parce qu'il peut gérer assez facilement les drones de l'adversaire. Enfin, il peut gérer un drone. Il arrive en jeu avec flank, hop, il attaque et c'est bon. On a encore une fois Craft World Convergence en main de départ, donc c'est cool. En plus, je pioche mon finisher, donc c'est vraiment super bien tout ça. On a une carte à jouer au prochain tour, c'est super. La main que j'ai gardée, c'était pas forcément idéal en réalité parce que j'avais le farcir, mais je peux pas jouer comme ça à 3 énergies en fait. Enfin, je peux, mais c'est vraiment dommage parce que ça veut dire que j'utilise aucun de ces 2 effets. Bon, ça fait chier quoi. C'est mieux de jouer d'abord une unité comme celle-ci qui va me fournir une Spirit Stone et ensuite d'envoyer le farcir pour piocher des cartes, pour avoir un shield. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc le farcir, il n'est pas forcément à garder en main de départ en réalité, si on n'a pas la possibilité de générer des stones rapidement. Là, l'adversaire me fait une super sortie, mais
Pas de souci, j'ai les outils qu'il faut. Le Wind Rider, il est super balèze, hein. C'est vraiment une excellente carte. Pour 2 énergies seulement, on a Shuriken de plus, 1 dégât. C'est vraiment génial. Et en plus, grâce au talent ici, je peux remettre Stealth sur une de mes unités. Et donc, il s'agit du Striking Scorpion. C'est super cool. Là, ça n'a rien à jouer, malheureusement pour lui, hein. Voilà, on l'élimine tranquillement. J'ai pioché le deuxième Striking Scorpion, donc on y va. Et on envoie le talent. Je mets pas beaucoup de dégâts sur le Warlord de l'adversaire pour le moment. Mais c'est important de gérer le board, hein. Faut pas laisser l'adversaire prendre le contrôle du board, sinon bah, on va perdre après. Donc voilà, les unités en stealth, elles sont bien parce qu'elles survivent, mais après, voilà, faut pas forcément tout envoyer face, il faut gérer aussi les petites cartes de l'adversaire. Et même si on doit sacrifier nos unités en faisant ça, eh ben, il faut le faire parce que c'est important, sinon on se fait éclater. Ok, donc là on a une Spirit Stone, on va même en avoir une deuxième parce que je vais décider de sacrifier mon Striking Scorpion. J'aurais pu ne pas le sacrifier, mais j'ai décidé de le faire pour pouvoir envoyer le farcir. Voilà, on récupère la Banshee, on donne un shield et on va en plus lui donner Stealth. Voilà, voilà. Voilà, donc là, il est vraiment complètement ingérable, hein, ce gars-là. C'est vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Alors là, l'adversaire, il est à 6 énergies. Il aurait pu me jouer un Enforcer Battlesuit, mais vous voyez, ça aurait pas été un gros problème pour moi parce que j'ai Shroud Runner, j'ai Death Spinner, j'ai Banshee, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour le gérer. Ok, on met un max de dégâts et je pense qu'on va mettre des unités en stealth sur le board également. Voilà. Je décide de jouer une seule unité pour ne pas envoyer toutes mes cartes trop rapidement en jeu. Sinon j'ai plus de solution après dans ma main. Cette carte-là, elle est excellentissime. C'est vraiment une carte super balèze. Donc là, il me la joue très bien. Je vais quand même réussir à m'en débarrasser, hein, grâce à mon unité en stealth, encore une fois, qui est là, qui a survécu et qui peut attaquer. Alors là, c'est bizarre parce que... Ah oui, non, 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 il n'y a pas de souci. Oui, voilà, ok. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué le farcir. J'ai pioché une carte en dépensant la Spirit Stone qui me restait, mais j'ai pas la possibilité de lui donner shield cette fois-ci. C'est pas grave puisque je peux lui donner stealth en utilisant le talent de Likis, et donc voilà, il est en stealth et il est intouchable par l'adversaire. Mon adversaire essaye de se défendre, mais malheureusement pour lui, j'ai déjà mon finisher en main, donc en fait, ça va pas être très difficile pour moi de conclure cette game. Je décide quand même de gérer le Aonshi, parce qu'il peut être vraiment, vraiment dangereux. On va stun le Warlord ennemi pour qu'il ne détruise pas, enfin pour qu'il puisse pas détruire facilement mon Ranger. Et on met des dégâts. Et j'ai pas récupéré ma stone. Je sais pas pourquoi j'ai pas récupéré ma stone. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il me sorte des dégâts aléatoires? Ça m'étonne quand même. C'est peut-être une erreur de ma part. C'est sûrement une erreur de ma part.
Alors lui non plus, il détruit pas mes stones, c'est bizarre. Donc là, je décide d'aller face à fond. C'est un petit peu risqué quand même, parce que je suis pas sûr et certain de pouvoir le finir au prochain tour. Et justement, à cause de ce truc-là, il y a un risque que j'arrive pas justement à achever mon adversaire au prochain tour. Donc là, je vais essayer de sortir le plus de dégâts possible. Je vais envoyer Banshee pour pouvoir générer une deuxième stone et envoyer la Storm. Hein, voilà, on le sacrifie. Très bien. Et on envoie la Storm. Ok. Et voilà, en fait, il faut que la Storm, elle mette 4 dégâts sur le Warlord de l'adversaire. Heureusement pour moi, c'est le cas. Et je peux l'achever avec le talent. S'il n'avait pas pris 4 dégâts, s'il avait pris moins de dégâts que ça, il aurait fallu que je trouve une solution pour, bon voilà, pour finir la game par la suite. Une petite game contre les Emperor's Children, donc Kafrael en particulier. On a une main intéressante, hein. Une carte à jouer au premier tour pour piocher des cartes, un potentiel drop 3 pour gérer le board, un excellent drop 4 par la suite, c'est super. On n'a pas de stealth, mais on a des flanqueurs. Ça marche tout aussi bien. Et puis de toute façon, on va piocher des cartes, donc on aura d'autres options par la suite. Voilà, donc... voilà, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, non, non, oh là là. Pendant un instant, je me suis dit, mais pourquoi j'attaque Lucius en mêlée? C'est pas possible. Mais non, c'est pas Lucius, donc il n'y a pas de souci. Ok, alors. Donc là, j'imagine que je vais jouer le Ranger. C'est le play le plus intéressant. Celui-là, on le garde en main, hein. Celui-là, il faut surtout pas le jouer juste comme ça en early game. Alors, on peut éventuellement le jouer, mais c'est préférable en général de le garder en main parce qu'on peut lui donner flank avec, en dépensant une Spirit Stone. Et ça, c'est très important. Les petits flanqueurs comme ça, c'est très 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 important. Donc là, naturellement, Dance of Death. Évidemment, ici, on attaque, on récupère la Spirit Stone, on met un max de dégâts sur le Warlord de l'adversaire. Donc voilà, pour le moment, tout se passe très très bien. On a que des flanqueurs en main, en fait, donc voilà, il peut jouer tout ce qu'il veut, ça suffira pas. Voilà, je décide de détruire son, son drop 3 et de mettre des dégâts avec le talent et de jouer évidemment mon unité avec stealth ici. Donc, je fais une toute petite pause. Ok, alors là, il me fait sa big AOE. C'est très bien. Donc, petite pause pour vous dire que voilà, cette carte-là, elle a Ecstasy 2, ok? Donc normalement, si elle prend 2 dégâts, son effet va s'activer. Mais là, ça s'est pas activé, parce qu'en fait, quand on fait des dégâts avec un shuriken, eh bien, l'effet d'Ecstasy ne s'applique pas tout de suite, il s'applique seulement après la fin de l'attaque. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, j'ai attaqué, j'ai mis 2 dégâts en shuriken, puis 2 dégâts en mêlée, ça l'a détruit, et son effet s'est pas activé, parce que son effet se serait activé seulement s'il avait survécu en fait à l'attaque, et qu'il aurait perdu voilà 2 points de vie ou 3, ok, mais les 2 points d'attaque, les 2 points de dégâts du shuriken, qui arrivent juste avant les dégâts en mêlée, ne vont pas donc déclencher l'extasie. Voilà juste ce que je voulais préciser. Il attaque ma Spirit Stone, c'est parfait, parce que je prends pas de dégâts sur ma tronche, et ça m'arrange quand même, parce que je suis pas très très haut en point de vie, hein, malgré tout. Voilà, des dégâts, des dégâts, des dégâts. On va peut-être même jouer la Banshee pour le stun. Et non, 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 j'ai rien joué du tout, ok. J'aurais peut-être même pu jouer lui en
en tempo, ça aurait pu être pas mal. Donc là, un play dangereux pour moi de la part de mon adversaire. On va voir comment j'arrive à m'en débarrasser. Ouais, en fait, ça va pas être compliqué. Je fais ça. Et voilà. Et de la même manière que tout à l'heure, je le tue en utilisant mon shuriken. Ça ne déclenche pas son effet d'extasie, puisqu'il meurt à l'issue de l'attaque. Voilà, c'est vraiment parfait comme manière de le gérer. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Heureusement qu'il n'a pas eu le deuxième. Heureusement qu'il n'a pas eu le deuxième. Eh, c'est chaud, hein. Voilà, donc là j'ai un excellent trade, hein, évidemment. Ensuite je peux attaquer, ça change rien à la vulnérabilité en fait, parce que de toute façon, il serait pas mort et il revient dans ma main quoi qu'il arrive. Je le rejoue, j'aurais peut-être pu... J'aurais peut-être pu stun avec Banshee, je préfère faire ça. Je n'attaque pas parce que là je suis vraiment bas en life et c'est chaud. Et j'ai décidé de jouer celui-là pour mettre un maximum d'unités en jeu. Il a déjà utilisé son AOE, sa carte légendaire tout à l'heure, donc je suis plus ou moins en sécurité pour pouvoir jouer ces cartes-là et me permettre de gagner au prochain tour. C'est super chaud ce qu'il me fait là, parce qu'il arrive à gérer mes unités même alors qu'elles sont en stealth. Donc vraiment bien joué à lui. En plus il casse mes stones, du coup je peux pas faire ma storm, ma double storm. C'est chaud quand même, hein. Bon, heureusement lui je peux l'éliminer sans problème. Alors là bon, l'effet s'est déclenché mais en réalité il se passe rien parce que l'unité meurt et donc voilà, il va pas se soigner, hein. Là c'est pareil, tu vois, je me dis, pourquoi je fais ça? J'aurais dû jouer le Striking Scorpion. Ah oui, alors peut-être que mon idée ici, voilà, en fait c'est le stun, effectivement. J'ai réduit les points de vie de mon adversaire suffisamment pour être à l'abri de la Big AOE qui fait 7 dégâts sur tout le board. Et donc je me suis permis, cette fois-ci, d'attaquer, et en plus de le stun, au cas où, hein, ça m'assure, voilà, je suis sûr de ne pas mourir ce tour-ci en fait. Donc là, il me fait un joli petit play et je suis sûr de gagner au prochain tour parce que voilà, j'ai 2 plus 2 plus 2 ici. Donc voilà, c'est terminé. Donc ça a été un peu chaud par moment, mais finalement, je m'en sors assez bien. On n'a pas joué beaucoup d'unités en stealth ici, mais voilà, ça a fonctionné. Donc c'est cool. Et on affronte Asmodai. Ok. Alors je décide ici de remplacer le World Spider Exarch parce que j'ai Craft World Convergence qui va me permettre de piocher des cartes en fait à mon premier tour. Donc je vais pas jouer le World Spider, je vais piocher des cartes à la place. Voilà. Ok. Et on attaque bien entendu. Donc on a une main qui est pas extraordinaire, mais on a le finisher ici, et ça c'est super important, hein. C'est une carte qui va me permettre d'accélérer la victoire à un moment donné. Je décide de jouer le Striking Scorpion. C'est le meilleur play qu'on puisse faire à 3 énergies. On a aussi le Warp Spider, mais Striking Scorpion il est mieux parce que voilà, il va pas revenir dans ma main après avoir attaqué. Et donc je peux jouer d'autres choses. Il peut potentiellement rester en vie, hein. Par exemple là si j'attaque ce gars-là avec mon Striking Scorpion, bah il restera en vie. Donc c'est cool et il va pas revenir dans ma main alors que lui il serait revenu dans ma main, c'est un peu galère. Et puis je peux jouer le deuxième Striking Scorpion à côté, etc. On peut faire des trucs assez sympas. Ok, je décide d'aller face. Et de jouer le deuxième, bah très bien. J'aurais pu faire Wind Rider, attaquer là,
Non, pardon, j'aurais pu jouer ou pas le Wind Rider et jouer le talent pour détruire l'unité adverse et obtenir stealth sur lui, mais je me suis dit, non, il est à 1. Voilà, il vaut mieux que je joue autre chose sur le board pour pouvoir avoir des trucs à faire par la suite. Donc là, on va tout mettre face, tout simplement. L'ennemi a stealth, donc voilà, je peux pas faire grand chose. On va jouer encore une unité en stealth, à savoir le Warp Spider cette fois-ci. Voilà, donc vous voyez le plan de jeu, on joue des unités en stealth. Ensuite, si on peut, on attaque le Warlord de l'adversaire. Sinon, s'il y a de meilleures choses à faire, comme par exemple attaquer les troupes de l'adversaire, eh ben, on peut le faire également. Mais voilà, l'idée c'est vraiment... L'idée c'est vraiment voilà, d'utiliser au mieux nos unités avec stealth. On les met en jeu, elles survivent, et ensuite on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc là, l'adversaire, il fait un excellent tour. Un excellent tour, vraiment, c'est chaud pour moi. Donc là, voilà, celui-là, il cible un random ennemi. Donc il aurait pu taper sur la Spirit Stone. Heureusement pour moi, il ne l'a pas fait. Et ça va me permettre de jouer la Storm. Et là, vous voyez, j'ai quand même pas mal. Et donc là, vous voyez, j'ai pas mal, en fait, de stratagèmes qui infligent des dégâts dans ma main. J'ai la Storm, j'ai Banshee Mask, j'ai Wailing Doom, j'ai évidemment le talent de Lycis. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer à partir de maintenant sur ça, sur le Warlord de l'adversaire. Je vais lui mettre un max de dégâts avec mes stratagèmes et je vais terminer la game comme ça. La seule chose, et je vais faire attention à un truc, je précise, je vais surtout ne jouer aucune troupe. En tout cas, aucune troupe qui n'aurait pas stealth. Pourquoi? Parce que mon adversaire, là, il ne peut absolument rien faire pour se défendre. À part jouer une carte en particulier, le secret qui lui donne invulnérabilité. Il n'y a que ça. Il peut faire que ça. Si jamais je laisse une troupe en jeu, il pourrait aussi me sortir le secret qui détruit une troupe et qui stun les unités adjacentes. Et ça m'emmerderait d'avoir mon Warlord de stun. Et donc, je fais attention à ne laisser aucune troupe en jeu pour éviter que ça se produise. Voilà, la seule chose qu'il puisse faire ici, il n'y a vraiment aucune autre option, c'est le secret avec invulnérabilité. Même s'il se soigne ici, ce ne sera pas suffisant, le Wailing Doom va le tuer au prochain tour. Il n'a pas son secret, et donc c'est gagné pour moi, voilà. Voilà, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, ça a fonctionné, c'est super, et donc là, finisher, et c'est terminé, voilà. GG mon pote. Ok, Morvenval, les Sisters. Alors cette fois-ci, on ne garde pas le farcir en main parce que je n'ai pas la possibilité de générer des stones en early game. Et sans Spirit Stone, c'est pas un super drop 3, donc voilà. Ok, donc. Ok, l'adversaire commence à prier. Donc là, j'ai deux options pour mon prochain tour. Soit j'attaque et j'utilise le talent pour l'empêcher de prier, soit je commence à jouer du board, et en général, c'est quand même mieux de mettre des unités en jeu, et donc c'est ce que je décide de faire. Sympa ce dos de cartes. Alors il me refait une prière comme ça. Il est déjà à 3 points de face, ça commence déjà à faire beaucoup. Là cette fois-ci on peut l'empêcher de prier, c'est très bien. Et on va envoyer le Orien.
Comment il s'appelle? Larathargios. Oh là là. Ok, un play très 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 fort de mon adversaire. Là, c'est chaud pour moi. Il me sort les deux petites Sacred Rose Sisters avec shield directement, enfin avec flank, et donc avec shield directement. C'est chaud, hein. On curve comme ça, c'est chaud patate. Heureusement, il se trouve que j'ai une solution. Et en fait, c'est marrant parce que je me rends compte que je l'ai pas bien joué ce tour en fait. Attends. Attends. En fait, c'est marrant parce que je vois les erreurs que je commets. Enfin, les erreurs. Je sais pas si c'est une erreur, mais ce que j'aurais pu faire, c'est jouer Windrider. Je fais 1+1 ici, et j'attaque aussi avec le Warlord. Comme ça, lui, il meurt. Ensuite, je joue lui, je lui donne flank comme j'ai fait là. Et du coup, je peux faire 1 dégât de shuriken plus 4 dégâts pour détruire cette carte. Et je peux faire 1 dégât de shuriken plus 4 dégâts pour détruire cette carte. Et du coup, je m'en sortirai vraiment pas mal. Mais c'est pas ce que je vais faire. Vous allez voir, c'est pas ce que je vais faire. Et je sais pas quel est le meilleur play, on va dire, entre les deux. On va voir. Donc finalement, à la place de faire ce que je viens de dire, je décide d'attaquer le Vanguard avec mon Warp Spider. Ensuite, lui, vous avez vu, je l'ai attaqué en mêlée. Et en fait, j'ai fait ça pour pouvoir lui redonner Stealth. Donc c'est un play qui est pas inintéressant en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le play des deux que vous auriez fait à ma place. Est-ce que quel play vous préférez entre les deux? Alors le play que j'ai fait là, il comporte un risque important quand même, c'est qu'il aurait pu me faire Cleansing Flames et me détruire mon machin. Donc peut-être que j'aurais dû faire ce que j'ai dit tout au départ, c'est-à-dire de gérer tout le monde. Ouais, peut-être que c'était en réalité la meilleure solution. Donc là finalement, comme il a survécu, Oriane, bah, je peux faire exactement la même chose avec le deuxième Warp Spider. Et je peux cette fois-ci gérer tout le monde. Il revient dans ma main, il retourne en jeu. Voilà, cette fois-ci, lui, je sacrifie, ok. Et il arrive, il retourne en jeu, ok, voilà. What? Ok les amis, et ben voilà, j'espère que ces petites games en mode replay commenté, ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir le deck en action, de voir comment ça marche. Un deck super sympa, un deck un petit peu frustrant probablement quand on joue contre, hein, parce qu'on peut pas faire grand chose pour éliminer toutes ces unités en stealth qui sont là en permanence, inatteignables et tout. Alors évidemment, le deck est quand même sensible aux AOE, aux effets de blast, hein, ce genre de choses. Donc voilà, hein, c'est un deck qui a quand même des points faibles, mais c'est un deck qui est quand même très très fort, très agressif, hein. On peut facilement réussir à tuer l'adversaire en quelques tours, s'il n'arrive pas à gérer nos unités avec stealth et tout. Voilà, un deck très sympa en tout cas, avec le nouveau Warlord, avec pas mal de nouvelles cartes aussi, hein, du renfort, hein. On a la nouvelle légendaire ici, enfin les deux nouvelles légendaires, puisqu'on a le Warlord et Oriane. On a évidemment le Death Spinner, Warp Spider, Exarch, Farseer, Forward. Je l'ai eu quelques fois en main dans les games, mais je ne l'ai pas utilisé parce que, bon, voilà, c'est très situationnel comme carte. À un moment donné, on a besoin de faire, voilà, une grosse attaque avec le Warlord, on le fait, on obtient le shield et boum. Ou alors en tant que finisher, mais dans les games qu'on a vus, j'avais également mon gros finisher en main, en fait. Donc voilà, dans ce cas-là, tu joues plutôt celui-là que celui-là, hein, forcément.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, hein, très important. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les amis, prenez bien soin de vous. Et Juganon out.